5, le club de la presse européen. Un bon livre est un attentat, dit le poète. Celui de Victor Castanet, Les Fossoyeurs, sur les dérives d'Orpea, du groupe Orpea l'an dernier, fut un séisme pour l'industrie du grand âge. Et elle s'attend, cette industrie, à une réplique dans les jours et semaines qui viennent, alors que l'ouvrage ressort en format poche, augmenté de 10 nouveaux chapitres. Alors, qu'est-ce qui a changé depuis un an dans les maisons de retraite? Est-ce qu'elles réussiront à renouer la confiance avec les Français? Sujet majeur dans la mesure où les EHPAD captent une part substantielle tout de même de la manne des retraites, ce qui nous reconnecte avec le sujet central de l'actualité de ces derniers jours. Bonjour Charlotte Dornelas. Bonjour Dimitri. Bienvenue sur Europe 1, journaliste à Valeurs Actuelles. Carole Barjon, grand reporter à l'Obs, est avec nous également. Bonjour Carole. Bonjour Dimitri. Carole, je commence avec vous. Depuis la crise sanitaire, on apprend que les taux d'occupation en EHPAD ont baissé. Ils ne remontent pas. Effet direct ou indirect peut-être du scandale Orpea. Qu'est-ce qui a changé depuis un an ? Alors d'abord, c'est un effet extrêmement direct, puisque il y a eu, je crois, une enquête du Crédoc, me semble-t-il, qui prouve que deux Français sur 3 n'ont plus du tout confiance dans ces institutions, enfin dans ces maisons, dans ce système. Alors bon, comment se débrouille-t-il, ça je ne sais pas. C'est ce que j'aimerais vous dire. Est-ce qu'on garde ces vieux à la maison comme on le faisait avant ? Sûrement, mais du coup ça demande des efforts. Voilà, ça peut éventuellement coûter cher s'il y a besoin de soins à domicile, etc. En tout cas, ce qui est certain, c'est que il n'y a pas grand-chose qui a changé. Je rappelle que Emmanuel Macron avait promis, je crois, 50 000 embauches dans tous ces établissements, et finalement c'est 3 000. Il avait aussi parlé d'une loi grand âge qui est totalement abandonnée aujourd'hui, et donc ça veut dire qu'en clair, on n'a pas, enfin, ça a provoqué un scandale absolument énorme, et à juste titre, le livre de Victor Castanet. Ouais. Alors, il faut voir un peu le diagnostic qui a été fait depuis, puisqu'il y a eu cette promesse faite à l'été par les pouvoirs publics de contrôler tous les établissements. Il y en a 7500 en France d'ici 2024. Alors, on est un peu en retard, parce qu'on en est à, je crois, 1400 contrôles, et 59% se font en physique. C'est-à-dire que le contrôle consiste à passer un coup de téléphone, c'est bon, tout est en règle. Voilà, on est quand même loin, quand même. C'est-à-dire qu'à tous les niveaux, dans les établissements, et ça c'est intéressant de le dire, il n'y a pas plus de manquements dans le secteur lucratif que dans le public et l'associatif. C'est important de le dire. Et le contrôle des pouvoirs publics, qui font preuve d'un certain laxisme depuis des années, finalement, tout ça n'a pas beaucoup changé, Charlotte Dornelas. Oui, mais parce que le problème, même du contrôle, même quand il est fait physiquement et qu'il est sur place, il faut savoir ce qu'on contrôle. Quand les soignants vous disent eux-mêmes qu'ils ont un nombre de personnes à s'occuper, on va dire, qui est beaucoup trop élevé. Quand vous avez, pareil, un numéro d'appel pour signaler des faits de maltraitance, c'est bien de mettre ça en place pour signaler le fait. Simplement, qui agit derrière, comment ça se passe, c'est extrêmement compliqué. Alors moi, je veux pas faire de procès, c'est-à-dire qu'un an après, étant donné le désastre qui était couché sur le papier dans ce livre, évidemment, en un an, la révolution ne peut pas être complète. Mais c'est vrai qu'on a du mal, surtout, à voir où se situe exactement la motivation. Il y a eu énormément d'annonces, vous l'avez dit, sur le nombre de postes, sur la loi grand âge qui est toujours pas là, sur même le fléchage justement de cet argent récupéré par la réforme des retraites qui un temps devait être fléché vers la dépendance, ça a été complètement oublié, ça n'est plus du tout un sujet. Donc il y a vraiment le suivi. En réalité, on a des émotions régulières, notamment médiatiques et donc politiques. Là, c'en était une. C'est le suivi qui pêche énormément dans tous ces dossiers-là. On pourrait les prendre un à un. Les EHPAD, je rappelle les prix, c'est de 2500 à 4000 euros par mois. Du délire. C'est-à-dire que voilà, quand je parlais de captation de la manne des retraites, c'est assez flagrant pour des établissements où les gens ne veulent pas aller majoritairement. Les gens préféreraient mourir chez eux, mais en fait, ces EHPAD sont un peu le mal nécessaire de la société. C'est ça qui est invraisemblable. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Charlotte pour dire qu'il ne peut pas y avoir la révolution en un an, ça n'existe pas. D'autant qu'il faut quand même le rappeler, ce problème existe depuis 40 ans. Il y avait un ministre de François Mitterrand qui en 1980 avait fait un scandale en faisant un déplacement très médiatisé pour montrer l'état de délabrement des maisons de retraite. Ce qu'on appelait les hospices à l'époque encore. Qu'on appelait des hospices, absolument. Alors évidemment, derrière, l'idée était de montrer que tout ça était de la faute de Giscard, etc. Mais peu importe. Ce que je veux dire, c'est que ça fait 40 ans
Voilà, que ce type de problème existe et on a l'impression qu'on a toujours fonctionné avec des cautères sur des jambes de bois. Donc ça n'est pas à la hauteur. Et depuis ce livre qui a fait un scandale, qui a provoqué une sorte d'électrochoc, il faut un traitement de choc derrière, évidemment. Or, ça n'est pas ce qui se passe. Donc, qu'il ne se soit pas passé grand-chose depuis un an, qu'on ait fait quelques contrôles, parce qu'on ne peut pas faire beaucoup plus en un an, ok. Mais en revanche, ce qui est prévu pour répondre à ce problème n'est pas à la hauteur non plus. Donc il n'y a pas la loi grand âge, mais il y a une proposition de loi qui est tout à fait insuffisante. Par exemple, il semblerait qu'on ne fixe même pas le taux d'encadrement nécessaire par établissement. Or, c'est peut-être une priorité quand même, puisque on sait que ce type d'établissement... Le CNRPA, le syndicat des maisons de retraite et des EHPAD qu'on recevait la semaine dernière sur Europe 1, disait normalement l'idéal ce serait, je crois, 8 pour 10. 8 pour 10, c'est ça, et on est autour de 6 aujourd'hui. Oui, exactement. Bon, mais on ne trouve pas, les gens ne veulent pas travailler. Il y a un problème de personnel. Payé, non, mais tout ça va... de toute façon, après une catastrophe pareille, quand on a laissé les choses plutôt se dégrader à ce point, il est certain que ça ne peut pas changer du jour au lendemain. Mais les objectifs qui sont fixés semblent insuffisant. Bon, on aura l'occasion d'en reparler évidemment, puisque c'est un sujet de fond, un sujet structurel, qui n'est pas si loin finalement de la problématique des hôpitaux. Si pour ceux qui ont fait l'expérience de l'hôpital ces derniers temps auront reconnu beaucoup de figures finalement de ce qui se passe dans les EHPAD. Je voudrais qu'on ait un mot de cette tragédie aussi en Espagne. Ça s'est passé hier soir à Algeciras, au sud du pays. Il est 19h passé quand un homme entre dans l'église de San Isidro d'Algeciras. Alors cet homme, on l'a décrit sur Europe 1, 25 ans, clandestin algérien, marocain, il voulait convertir les personnes dans la paroisse. Il brandit une machette là-bas sur le prêtre, le blessant grièvement, puis il se rend dans une seconde église et là va tuer le sacristain des lieux sur les marches de son église. Et tout ça se passe, Charlotte Dornelas, au moment où on vit une épidémie, une mystérieuse série criminelle de tentatives d'incendie d'églises parisiennes. Est-ce que vous tendez un fil entre les deux événements, Charlotte Dornelas ? Je vais rester prudente parce que... Sur le phénomène, je ne parle pas évidemment sur les auteurs, etc. En fait, c'est vrai qu'on fait tous le lien dans notre tête, évidemment. Simplement, je vais délier pour relier derrière. C'est-à-dire, sur l'histoire des églises et de cette épidémie d'incendie devant les églises, ces derniers jours, on ne sait pas quelle est l'origine. Or, il se trouve qu'en France, les églises sont extrêmement attaquées, vandalisées. Quand elles ne sont pas incendiées, c'est les statues qui sont jetées par terre ou les tabernacles qui sont profanés. Et les profils sont extrêmement différents de l'aveu même des gendarmes et des policiers. Il y a de l'extrême gauche très militante, de la mouvance sataniste. Il y a des vandalisme pur et simple. Il y a des marginaux, il y a des jeunes vandales qui n'ont aucune raison d'être dans une église parce qu'ils ne font plus la différence entre un lieu de culte et un autre bâtiment. Donc il y a énormément de choses. Et il y a des islamistes. Et là où je relis, en revanche, une fois la prudence mise sur les incendies d'église, c'est que quand je vois ce qui se passe en Espagne, l'attaque contre une église à Londres il y a quelque temps, le père Hamel qu'on a un peu oublié, ce qui s'est passé à Nice il y a encore quelques années en France, on se dit, j'ai l'impression qu'à chaque fois, on redécouvre un fait divers sans comprendre ce qui nous arrive. Ce qui nous arrive, c'est qu'il y a quelques années, l'État islamique a appelé à viser l'Europe de manière générale, les Européens évidemment, et parmi les cibles, il y avait évidemment les églises et ce qui fonde dans la tête d'un islamiste l'Europe, à savoir la chrétienté. Donc, alors c'est très étrange pour nous, mais eux lisent l'histoire sur le long cours, oui. Et donc on ne comprend pas ce qui nous arrive. C'est-à-dire que oui, cet islamisme a des soldats, et il a des soldats sur le sol européen qui nous font la guerre en fait. Il y a une espèce d'asymétrie entre ce qui semble être des expressions claires de cathophobie dans une Europe déchristianisée, et la France plus que les autres finalement, Carole Barjon. Oui, mais ça c'est un phénomène, je dirais, qui a commencé déjà il y a une vingtaine d'années. Au fond, comme ce sont souvent des actes isolés, en Espagne par exemple, voilà, c'est un type qui est rentré dans une église avec une machette. Dernier attentat signé par l'État islamique en Espagne, c'est 2017. Voilà. Ça remonte à 5 ans. Et donc ça fait 5 ans qu'il n'y avait pas eu grand chose. Donc c'est vrai que c'est très difficile parce qu'il faudrait sécuriser les églises. Or, comme on sait, dans tous les pays d'Europe, d'Europe. Alors on noterait quand même une vigilance particulière, un peu nouvelle aussi des pouvoirs publics. Jeudi 13 janvier, c'est
passé un peu inaperçu. Gérald Darmanin a annoncé une enveloppe de 4 millions d'euros spécifiquement pour la sécurisation des lieux de culte en France. Alors notamment, c'est sécuriser, vidéoprotection, des caméras, on va brandir des caméras vers les églises pour regarder qui entre et qui sort. Mais il y a une sensibilité nouvelle quand même peut-être des autorités sur ce sujet du vandalisme et des attaques ciblant les lieux de culte chrétiens. Oui, heureusement. Bah non, oui, puis heureusement, mais il y a tellement d'églises aussi en France et en Europe que ça paraît difficile de sécuriser tous les lieux de culte, honnêtement. Non, mais il y a une question. Il y a une question de sécurisation, c'est-à-dire on court après les conséquences, mais il y a aussi une question de s'attaquer aux causes, c'est-à-dire que les profils reviennent. Ce sont souvent les mêmes. Alors là, il n'est pas sous OQTF parce qu'en Espagne, j'imagine qu'il n'y a pas d'OQTF, mais enfin, c'est quand même toujours le même profil. Il était en situation irrégulière et c'est pour ça que je dis ça. Il était déjà connu pour trafic de stupes. Enfin, je veux dire, il était suivi par la police depuis plusieurs jours, semble-t-il. Non, mais c'est ça. Il était là depuis quelques mois, déjà suivi par la police depuis plusieurs jours. Enfin, je veux dire, le profil, on le connaît par cœur. Donc, il y a évidemment cette question des causes et donc il faut accepter. Et là, c'est du long terme. On ne va pas demander des résultats après-demain. Simplement, il faudrait juste commencer cette résistance. Et par ailleurs, sur la question des actes isolés, il est vrai qu'ils sont isolés par la force des choses. Ces gens-là ne se connaissent pas. C'est pas une grande organisation tentaculaire. Mais il se trouve qu'ils adhèrent tous à la même idéologie et que ça n'est pas du tout isolé et qu'ils ont un projet, évidemment, de soumission. C'est aussi simple que ça. Ils l'ont tous et les soldats peuvent être indifférenciés et isolés. Le projet, lui, est très clair, en fait. Merci à toutes les deux, Carole Barjon de l'Obs. La une de l'Obs cette semaine, Carole. Toutes les semaines, je vais vous la faire maintenant. Et toutes les semaines, on se fait avoir. Moi, c'était le petit village qui dit non aux migrants. C'est sur Calac. Voilà. C'est EDF. Voilà. C'est sûr. Le scandale EDF. EDF. Ah bah voilà, ça c'est un bon sujet. Merci à toutes les deux. Charlotte Dornelas, Valeurs Actuelles. Bon week-end, on vous retrouve la semaine prochaine. Il est 8h56.